Pouvez-vous imaginer un homme qui possédait le pouvoir absolu sur le monde connu, qui commandait des légions sans nombre, qui pouvait d'un seul mot décider de la vie ou de la mort de millions de personnes, et qui pourtant, chaque soir, s'asseyait, seul dans sa tente, et se demandait s'il méritait ce qu'il avait? Pouvez-vous imaginer un empereur qui ne rêvait pas de gloire, qui ne cherchait pas la richesse, qui fuyait les honneurs comme d'autres les poursuivent? Pouvez-vous imaginer un philosophe contraint de devenir soldat, un penseur forcé de tuer, un homme doux placé à la tête d'un empire bâti sur le fer et le sang? C'est l'histoire de Marc Aurèle, le dernier des grands empereurs de Rome, l'homme qui a régné au milieu de la peste, des guerres sans fin et des trahisons, et qui a laissé derrière lui non pas des monuments de marbre, mais des mots simples, écrits pour lui-même, qui résonnent encore aujourd'hui à travers les siècles. Avant de commencer ce voyage dans le temps, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite un agréable visionnage. Installez-vous confortablement, car nous allons traverser ensemble près de 2000 ans d'histoire et découvrir pourquoi cet homme, qui ne voulait pas être empereur, est devenu l'un des plus grands que Rome ait jamais connu. Au printemps de l'an 121, après la naissance du Christ, dans l'une des familles les plus puissantes de Rome, naquit un garçon nommé Marcus Annius Catilius Severus. Plus tard, le monde le connaîtrait sous le nom de Marc Aurèle, empereur, philosophe, soldat et père. Sa naissance dans la capitale de l'Empire lui promettait beaucoup, mais le chemin vers le trône n'était pas tracé d'avance. Il commença par une perte précoce, une éducation stricte et une quête de sens dans les enseignements des philosophes grecs. Son père, Marcus Annius Verus, descendait d'une dynastie sénatoriale et occupait la charge de prêteur. Il mourut alors que le garçon n'avait pas encore 4 ans. Sa mère veuve, Domitia Lucilla, appartenait à une riche famille qui possédait des ateliers de briques, et elle consacra sa vie à l'éducation de son fils. Mais l'influence principale sur le jeune Marc vint de son grand-père paternel, Marcus Annius Verus l'Ancien, qui avait été consul à 2 reprises. C'est lui qui assura à son petit-fils une éducation digne de son rang patricien et de son avenir en tant qu'homme d'État. Dès ses premières années, Marc se distinguait par un caractère sérieux et réfléchi. Il évitait les jeux d'enfants, leur préférant la méditation, la lecture et la solitude. Selon ses biographes, il renonçait volontairement au confort excessif, préférait les vêtements simples et dormait même sur le sol jusqu'à ce que ses proches le convainquent d'utiliser au moins une peau de bête. Ces traits, rares chez un garçon de la haute société, ne passèrent pas inaperçus. L'empereur Hadrien, parent éloigné de Marc du côté maternel, porta très tôt attention à lui. Dès l'enfance, il l'appelait Verissimus, le plus véridique, admirant le sérieux et la retenue du jeune homme. Hadrien voyait en lui un successeur possible. Cependant, en raison de la jeunesse de Marc et de l'absence de droit direct au trône, l'empereur choisit d'abord comme héritier Lucius Seionius Commodus. Celui-ci mourut bientôt et Hadrien prit une autre décision. Il adopta le sénateur Antonin le Pieux, à condition que celui-ci, à son tour, adopte Marc Aurèle et le jeune Lucius Verus, fils de l'héritier précédent. Ainsi, Marc se retrouva parmi les successeurs directs du pouvoir. Mais ce n'était qu'un geste politique, et l'éducation continuait. Hadrien ordonna de fournir à Marc les meilleurs précepteurs, et c'est alors que commença son lien profond avec la philosophie. Le premier qui éveilla en lui l'intérêt pour le stoïcisme fut Dionyète, non pas un philosophe de profession, mais plutôt un mentor qui inculqua au jeune Aurèle l'amour de la simplicité, de la maîtrise de soi et de la discipline intérieure. Dionyète initia le garçon au fondement de la culture grecque, fortifia en lui le goût de la réflexion et d'un mode de vie spartiate. Ensuite, Marc étudia auprès d'une série de rhéteurs et de philosophes remarquables. Alexander d'Asie lui enseigna la logique et le raisonnement philosophique, formant les bases de sa pensée critique. Mais l'influence la plus marquante vint du stoïcien Quintus Junius Rusticus. Il n'instruisait pas seulement le jeune homme en théorie,
mais donnait aussi l'exemple personnel de la vertu, de la modestie et de la force d'âme. C'est Rusticus qui conseilla à Marc de lire les œuvres d'Épictète, ce qui devint un jalon essentiel dans sa formation spirituelle. Un autre précepteur remarquable fut Fronto, maître de la rhétorique latine et défenseur convaincu des valeurs romaines traditionnelles. La correspondance entre lui et Marc, conservée jusqu'à nos jours, révèle un lien touchant et profond entre le maître et l'élève. Dans ses lettres, on ne discute pas seulement de style et de langue, mais aussi de morale, de politique, de faiblesse et de vertus humaines. Il est intéressant de noter que Fronto lui-même n'approuvait pas la passion de son élève pour le stoïcisme, le jugeant trop austère et détaché. Mais Marc avait déjà fait son choix en faveur de la philosophie comme mode de vie. Il commençait à former son moi personnel, non par le pouvoir et l'ambition, mais par un dialogue constant avec lui-même. Dès sa jeunesse, il commença à tenir des notes qui deviendraient dans plus tard la base de ses pensées. Ces textes n'étaient pas écrits pour des lecteurs, mais pour la discipline intérieure. Ils étaient un moyen de rester en accord avec soi-même, d'être honnête dans ses actes, de contrôler ses émotions, de lutter contre les peurs et les tentations. Le jeune Marc recevait également une éducation complète. On lui enseignait le droit, l'histoire, la littérature, ainsi que les lois et les rituels de l'État romain. Il prenait la parole lors des séances du Sénat, accomplissait des devoirs religieux et s'initiait tôt aux tâches administratives. Malgré sa jeunesse, il donnait l'impression d'un homme mûr et raisonnable, ce que remarquaient à plusieurs reprises les sénateurs et les proches. L'enfance et la jeunesse de Marc Aurèle se déroulèrent sous le signe de la dualité. D'un côté, la richesse, l'influence, la proximité de la cour. De l'autre, la modestie personnelle, la concentration philosophique et un travail intérieur constant. Il voyait le luxe, mais ne l'acceptait pas. Il comprenait la force du pouvoir, mais n'y aspirait pas. Il apprenait auprès des sages, mais commençait déjà à chercher des réponses par lui-même. Non pas dans les livres, mais dans son propre cœur. Au moment où il atteignit l'âge adulte, s'était déjà formé en lui un caractère rare, même selon les critères des stoïciens. Retenu, modeste, discipliné et attentif aux souffrances d'autrui. Tout cela deviendrait plus tard le fondement de son règne. Un règne dans lequel la philosophie et le pouvoir fusionneraient pour la première fois dans l'histoire de Rome en une seule personne. Au début des années 130 de notre ère, le jeune Marc Aurèle avait déjà acquis la réputation d'un jeune homme doué, raisonnable et strictement éduqué. Sa tendance à la solitude, à la simplicité et aux réflexions philosophiques étonnait même ceux qui étaient habitués à l'éclat de l'aristocratie romaine. Dans sa manière de se tenir, on ressentait non pas la timidité d'un garçon, mais plutôt une concentration intérieure, résultat non pas tant de l'éducation que d'une aspiration innée à l'autodiscipline. L'empereur Hadrien, étant un parent éloigné de Marc, suivait attentivement son développement. En l'an 136, sentant la mort approcher et ayant besoin d'un successeur fiable, Hadrien adopta de manière inattendue Lucius Commodus, un sénateur adulte mais pas particulièrement remarquable. Cette décision suscita la perplexité de beaucoup, car Commodus ne se distinguait ni par une vertu particulière, ni par des mérites militaires. Cependant, Hadrien espérait probablement former une ligne de succession fiable, renforçant le trône. Pour consolider sa décision, il accorda même à Commodus le titre consulaire et le nom de Lucius Aelius César. Mais le destin en décida autrement. En janvier de l'an 138, Lucius tomba gravement malade et mourut. Se trouvant dans une situation où il ne restait plus de temps pour de longues recherches, Hadrien fit un nouveau pas. Il adopta Titus Aurelius Antoninus, un homme honnête, équilibré, loyal et dévoué aux traditions. Cette adoption s'accompagnait d'une condition. Antonin devait à son tour adopter 2 garçons, Marc, âgé de 15 ans, et Lucius Verus, âgé de 7 ans, fils du défunt Commodus. Ainsi,
Marc se retrouva formellement inclus dans la ligne de succession au trône. Lorsqu'en juillet de l'an 138 Adrien mourut, Antonin le Pieux, comme on l'appelait désormais, monta sur le trône, et Marc, devenu Marc Aurèle Antonin, reçut le titre de César et devint l'héritier officiel. Sa jeunesse était derrière lui, et commença une longue période d'attente du pouvoir. Les 23 années suivantes, il les passerait aux côtés d'Antonin, observant la gestion de l'État, se perfectionnant en tant que futur dirigeant, mais sans s'approcher du centre du pouvoir, plus que l'empereur lui-même ne le permettait. Antonin le Pieux s'avéra être un dirigeant d'un type rare, pacifique, juste, respectueux des lois et étonnamment patient. Pendant plus de 2 décennies de son règne, l'Empire ne connut pas de grande guerre, et la stabilité et la prospérité économique permirent de construire un système administratif presque dépourvu de crise. Dans cet environnement calme et stable, Marc eut l'occasion non seulement d'apprendre, mais aussi de se former en tant que personne. Durant ces années, Marc commença sa carrière dans les structures du pouvoir. À 16 ans, il obtint la charge de questeur, puis à 20 ans, devint consul pour la première fois. Formellement, ces charges faisaient partie du cursus honorum, le parcours obligatoire de carrière politique à Rome. Mais dans le cas de Marc, elles servaient non pas tant à l'avancement qu'à la préparation. Il écoutait les rapports des provinces, discutait des affaires au Sénat, s'immergeait dans les subtilités juridiques, maîtrisait l'art de l'équilibre entre les lois et les besoins des personnes concrètes. À peu près à la même époque, il se maria. Son épouse fut Agna Galeria Faustina la Jeune, fille d'Antonin le Pieux. Le mariage avait une signification dynastique, mais n'était pas dépourvu d'attachement personnel. Ils eurent 13 enfants, mais seuls quelques-uns survécurent. Une tragédie que Marc, à en juger par ses écrits, vécut profondément, mais avec une résignation philosophique. Il s'inquiétait particulièrement pour son fils Commode, qui avait hérité du nom de son grand-père, mais hélas, pas de ses vertus. La période d'attente du trône dura plus de 2 décennies, et pendant ce temps, Marc ne changea pas. Il continua à tenir ses notes journalières, à pratiquer l'auto-analyse, à lire Épictète, à réfléchir sur la nature du devoir et la faiblesse humaine. Sa santé laissait à désirer. Les douleurs chroniques, les maux de tête, l'insomnie le poursuivaient pendant de nombreuses années. Il ne se plaignait pas, mais percevait la douleur comme une partie de la vie, donnée pour tremper l'esprit. Antonin le Pieux, malgré son âge avancé, resta au pouvoir jusqu'à sa mort en l'an 161. Il ne fit jamais de geste brusque, n'approcha pas Marc du trône artificiellement, ne lui donna pas de levier direct du pouvoir. Et peut-être est-ce précisément pour cela que Marc se retrouva prêt à régner lorsque cela arriva vraiment. Non pas parce qu'il le désirait ardemment, mais parce qu'il avait vécu plus de 20 ans dans l'attente, apprenant, se formant et cherchant en lui-même cette clarté intérieure sans laquelle il est impossible de gouverner non seulement les gens, mais aussi soi-même. Le premier défi vint des nouvelles de la frontière orientale. Dans la province d'Arménie, une révolte éclata, soutenue par le royaume parthe. Les Parthes s'emparèrent de la capitale Artaxata et placèrent sur le trône leur propre candidat. Cela signifiait non seulement un conflit politique, mais une humiliation directe de Rome et une violation de l'ancien traité. Une réaction militaire était nécessaire. Marc décida que ce serait Lucius Verus qui dirigerait la campagne et l'envoya, accompagné de généraux expérimentés, vers l'est en Syrie, où se concentraient les légions romaines. Lucius ne possédait pas de talent stratégique, et la direction effective des opérations était assurée par les commandants Avidius Cassius et Statius Priscus. Cependant, sa présence personnelle préservait l'équilibre politique et démontrait que les empereurs ne se cachaient pas à Rome. Pendant ce temps, Marc Aurèle resta dans la capitale, où il se concentra sur l'administration intérieure, la réforme judiciaire, les questions de protection sociale et l'amélioration de la vie des sujets. L'une des premières mesures de Marc en tant qu'empereur fut l'expansion du système des alimenta,
un programme d'État de soutien aux enfants pauvres et aux orphelins. Il surveilla attentivement sa mise en œuvre en Italie, allouant des fonds du trésor impérial, contrôlant l'activité des tuteurs nommés dans les municipalités. Il simplifia également les procédures d'affranchissement des esclaves et accorda une grande attention aux affaires liées à la tutelle et aux droits de la famille. Ses ordonnances concernant la réforme du système judiciaire acquirent une notoriété particulière. Il étendit les pouvoirs des magistrats urbains, permit aux juges provinciaux dans certains cas de ne pas attendre l'approbation de Rome, accélérant ainsi les procédures. Marc tentait de réduire l'influence de la corruption, notamment dans les provinces, où les plaintes concernant les abus restaient souvent sans réponse. Ses lettres au procurateur, partiellement conservées, respirent une participation vivante et une rigueur morale. Il exigeait « Servez non pas vous-même, mais la province. Si vous trahissez la confiance, vous perdrez non seulement ma faveur, mais aussi le respect de vous-même. » À cette époque, la tension se faisait sentir dans la ville. La campagne militaire exigeait des moyens, et le Sénat approuvait à contre-cœur de nouveaux impôts. Marc s'efforçait d'éviter la violence, et même dans les cas litigieux, quand il semblait que la punition était inévitable, il choisissait la voie de l'éducation. Un des épisodes célèbres se produisit lors d'une audience publique quand un accusé tremblait devant le verdict. L'empereur lui dit « La peur est une mauvaise conseillère. Si tu n'es pas coupable, elle n'est pas nécessaire. Si tu es coupable, elle arrive trop tard. » Ce n'était pas du théâtre, mais le reflet de sa philosophie. Le pouvoir doit être ferme, mais pas cruel. Malgré le calme extérieur, la tension intérieure montait. De tous les coins de l'Empire affluaient des plaintes, des rapports d'abus, des demandes d'intervention. Marc s'efforçait de ne laisser aucune lettre sans réponse. Il s'impliquait personnellement dans les affaires, distribuait les litiges, recevait les ambassadeurs. Ses journées commençaient tôt, en compagnie de secrétaires, de philosophes et de conseillers. Il ne se permettait pas d'excès, préférant une nourriture simple et un cercle restreint de relations. Son épouse, Faustine, l'accompagnait souvent lors des cérémonies publiques. Et bien que leur mariage suscitait des évaluations contradictoires chez les contemporains, il restait extérieurement solide. Tous ces efforts se déroulaient sur fond de nouvelles inquiétantes de l'Est. Les victoires sur les Parthes alternaient avec des informations troublantes sur la propagation d'une maladie. Les troupes participant à la campagne orientale commencèrent à souffrir d'une affection mystérieuse, une fièvre accompagnée d'éruptions cutanées et d'épuisement. Plus tard, cette épidémie serait appelée la peste antonine. Mais pour l'instant, personne ne réalisait son ampleur. Les marchands, les guerriers et les fonctionnaires rentraient déjà en Italie, apportant avec eux non seulement des nouvelles, mais aussi une menace invisible. Mais cela viendrait plus tard. Pour le moment, Marc Aurèle continuait à gouverner de manière réfléchie, stricte, avec une concentration intérieure qui convenait davantage à un moine qu'à un souverain. Il ne cherchait pas la popularité, n'organisait pas de triomphe, ne s'entourait pas de flatteurs. Il essayait de faire ce qu'il considérait comme son devoir, maintenir l'ordre, être juste et ne pas se tromper lui-même. Le début de son règne fut un moment d'harmonie rare entre la raison et le pouvoir, entre la philosophie et la politique. Il ne renonça pas à lui-même en devenant empereur et ne se déroba pas aux obligations impériales en étant philosophe. Il n'accepta pas le pouvoir comme une victoire personnelle. Il l'accepta comme un fardeau lourd qu'il fallait porter dignement. Et bien que l'attendeur des guerres, des révoltes et la mort de proches, dans les premières années, il croyait encore que la raison et l'ordre pouvaient empêcher ce monde de s'effondrer. Lorsque Lucius Verus revint à Rome en l'an 166, on l'accueillit comme un vainqueur. La campagne parthique, malgré un début difficile, s'était terminée par un succès. Les légions romaines avaient rétabli le contrôle sur l'Arménie, pris la capitale des Parthes, Ctésiphon, et imposé la paix au roi Vologèse. Le Sénat attribua aux deux empereurs le titre de Particus Maximus, et la ville fut décorée pour l'entrée triomphale. Mais les défilés triomphaux
cachait la première d'une série de tragédies. Avec les troupes orientales pénétra dans l'Empire une maladie dangereuse et inconnue. Les premières épidémies d'un mal étrange furent remarquées dès l'an 165 dans les troupes stationnées en Mésopotamie. La maladie s'accompagnait d'une forte fièvre, de toux, d'éruptions cutanées, de faiblesse et d'une mortalité massive. Elle se propagea rapidement le long des routes et des camps, touchant les provinces d'Asie, l'Égypte, puis la Grèce et l'Italie. L'année suivante, la maladie atteignit Rome. La panique s'empara de la ville. Les hôpitaux étaient surpeuplés. Les prêtres offrèrent des sacrifices. Les médecins levaient les bras au ciel. Et la mort semblait planer dans chaque quartier. Les contemporains, dont le médecin Galien qui observa l'épidémie personnellement, enregistrèrent ses symptômes et son évolution. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'il pouvait s'agir soit de la variole, soit de la rougeole. La maladie, ultérieurement appelée peste antonine, emporta, selon diverses estimations, de 5 à 10 millions de vies. À Rome, selon le témoignage de Dione Cassius, jusqu'à 2000 personnes mouraient quotidiennement. L'empereur Marc Aurèle ne quitta pas la ville. Il ne se retira pas dans les villas de campagne, ne se réfugia pas derrière une garde. Au contraire, il continua à diriger personnellement l'État, coordonna les livraisons de vivres, organisa l'aide aux pauvres et alloua des fonds pour l'enterrement des morts. Il ordonna de vendre une partie des biens du palais, l'argenterie, les objets de luxe, les bijoux, pour couvrir le déficit budgétaire apparu dans le contexte d'une chute brutale des recettes fiscales. Il annula les dettes des provinces affaiblies par l'épidémie et ordonna de libérer les esclaves restés sans maître. Parallèlement au désastre dans la capitale, la pression s'intensifiait sur les frontières extérieures. Les tribus germaniques habitant au-delà du Danube profitèrent de l'affaiblissement des garnisons romaines. À partir de la fin des années 60 commencèrent les incursions des Marcomans, des Quads, des Sarmates et d'autres tribus en Pannonie, en Rhétie et au Norique. Certaines tribus percèrent profondément sur le territoire jusqu'au nord de l'Italie, menaçant le cœur même de l'Empire. C'était la première fois depuis de nombreuses décennies qu'un ennemi franchissait les Alpes. En l'an 168, Marc Aurèle, sans attendre de nouveaux coups, partit personnellement pour le Danube. Avec lui se mirent en route Lucius Verus, ainsi que des membres du Sénat, la garde, des ingénieurs et même l'impératrice Faustine. Les empereurs inspectèrent les forts, renforcèrent les passages, menèrent des négociations avec les tribus locales. Mais au début de l'année suivante, Lucius Verus tomba soudainement malade et mourut peu après à Altinum. La cause de la mort fut probablement la même peste qui continuait à faucher les troupes et les habitants des villes. La mort du co-dirigeant fut un coup dur pour Marc. Il ne perdit pas seulement un partenaire politique, mais assuma la plénitude du pouvoir à un moment où s'abattèrent sur lui simultanément 3 fléaux: l'épidémie, les invasions barbares et la crise financière. Pendant ce temps, sur le Danube, les combats ne cessaient pas. Marc réorganisa l'armée, commença à recruter des soldats, notamment parmi les gladiateurs et les esclaves, leur promettant la liberté en échange du service. Il effectua une mobilisation parmi les vétérans et créa de nouvelles légions. Les opérations militaires étaient difficiles. L'adversaire était nombreux, connaissait bien le terrain et avait une expérience du combat. Les troupes de Marc se battaient dans des conditions insupportables, dans les marais, dans les forêts, sous la menace constante des maladies. Néanmoins, les Romains tenaient à la frontière, menaient des raids punitifs, concluaient des traités temporaires. Cependant, quand il semblait que les tribus du Nord étaient repoussées et que l'initiative militaire était de nouveau à Rome, arriva de l'Est une nouvelle troublante. En Égypte et en Syrie s'était proclamé empereur Avidius Cassius. Cassius, général expérimenté, héros de la guerre parthique, commandant des légions orientales, leva une révolte en s'appuyant sur des rumeurs concernant la mort de Marc Aurèle. On suppose que l'information était fausse et s'était répandue par hasard. Les provinces orientales,
fatigués de l'instabilité, prêtèrent rapidement serment à Cassius, craignant un vide de pouvoir. L'Égypte, province stratégiquement importante avec ses livraisons de blé, reconnut également son autorité. Lorsque la nouvelle fut confirmée au camp de Marc sur le Danube, l'empereur conserva son sang-froid. Il ne donna pas d'ordre immédiat d'offensive. Au lieu de cela, il exprima l'espoir que la révolte pourrait être réprimée sans effusion de sang. Ces paroles parvinrent aux provinces, et seulement 3 mois après le début de la rébellion, Cassius fut tué par ses propres légionnaires. Sa tête fut envoyée à Marc, mais celui-ci refusa de la regarder et ordonna de rendre les restes à la terre. De plus, il gracia tous les partisans de Cassius, y compris ses enfants et sa famille. Il interdit même l'enquête, disant qu'il ne voulait pas multiplier le mal. Par la suite, Marc Aurèle se rendit en Orient pour rétablir personnellement l'ordre. Il visita la Syrie, l'Égypte, l'Asie mineure, tint de nombreuses rencontres avec les conseils municipaux, les élites provinciales et les commandants de l'armée. Il ne cherchait pas la vengeance et n'organisa pas de procès spectaculaires. Sa politique après la révolte fut extrêmement retenue. Il visait à restaurer la confiance et non à réprimer. Puis il retourna en Italie, mais seulement pour peu de temps. Le nord brûlait toujours. Les Germains n'étaient pas brisés, et de nouvelles tribus venaient remplacer les vaincus. Marc repartit vers la frontière. C'est là, dans les camps militaires le long du Danube, dans les tentes entre les batailles, entouré de soldats, de gardes du corps et de philosophes, qu'il commencerait à noter ses pensées, celles-là même qui entreraient plus tard dans ses pensées. Lorsque Marc Aurèle se retrouva de nouveau sur la frontière nord de l'Empire, il avait déjà plus de 50 ans. Il avait traversé beaucoup de choses. La mort de proches, la peste, la révolte, l'anxiété infinie du dirigeant déchiré entre le devoir et la fatigue humaine. Son co-dirigeant était mort. L'impératrice Faustine décéda en route. Ses légats levèrent des armes contre lui, et les menaces extérieures ne cessaient pas une seule année. Cependant, il continuait à servir, non pas parce qu'il voulait le pouvoir, ni par vanité, ni pour la gloire, mais parce qu'il percevait le pouvoir comme un fardeau qu'il fallait porter tant qu'il y avait des forces. C'est alors, à la frontière, dans les campagnes, dans les camps et les garnisons, qu'il commença à noter des pensées qui deviendraient plus tard connues sous le titre « À soi-même », l'ouvrage que le monde retiendrait sous le nom de Pensées. Il n'écrivait pas un traité philosophique. Ce n'était pas un travail pour le public, pas un appel aux disciples ou aux partisans. Ces textes n'avaient pas de structure générale, de titre de chapitre ou d'aspiration à l'exhaustivité. C'étaient de courtes notes, des rappels intérieurs, des réflexions, des appels à soi-même, une tentative de maintenir l'équilibre dans des conditions où il était si facile de le perdre. Écrit en grec, comme il convenait à un homme éduqué de la Rome hellénistique, ils devinrent un chemin personnel vers la constance, la concentration et la tranquillité de l'âme. À en juger, la plus grande partie de ces textes fut écrite pendant les premières et deuxièmes guerres marcomanes. Le camp de l'empereur se trouvait à Carnuntum, une grande forteresse romaine sur le territoire de l'Autriche actuelle. Ici, loin de la capitale, parmi les neiges et les marais, il menait une vie de soldat. Sa tente se dressait à côté du camp des légionnaires. Il mangeait la même nourriture que les officiers, marchait à pied, et pendant les heures de repos se retirait et notait dans son cahier ses observations, ses doutes et ses exercices spirituels. Ces notes devinrent son moyen de rester humain. Quand tout autour exigeait de la dureté, il se rappelait que la colère est une faiblesse, que la gloire est éphémère, que la mort n'est pas un mal, mais l'achèvement d'un cycle. Ne perds pas la tête à cause de ceux qui vivront dans 100 ans, écrivait-il. Ils seront aussi insouciants que ceux d'aujourd'hui. Il connaissait le prix de la réputation et ne s'en laissait pas bercer. Il savait qu'il serait oublié et considérait cela naturel. Il s'apprenait à ne pas compter sur les autres, à ne pas attendre de gratitude, à ne pas exiger la justice, mais à être lui-même juste. Dans les pages des pensées, il n'y a pas une seule mention de ses propres réalisations,
victoire ou effort réformateur. Il ne rappelle ni la peste, ni les révoltes, ni même le nom de son fils Commode. Il refuse consciemment ce qui peut distraire de l'essentiel, de la tentative de conserver la dignité dans un monde plein de peur, de douleur et de vanité. Sa philosophie n'était pas spéculative, mais profondément pratique. Le stoïcisme, vers lequel il gravitait depuis sa jeunesse, devint pour lui non pas une théorie, mais un mode de vie. Chaque jour, confronté à la grossièreté, à la tromperie, à l'égoïsme, il se convainquait. N'attends pas que les gens soient différents. Il écrivait « Si tu t'es indigné du mal, c'est que tu n'as pas encore compris la nature du monde. » Ces notes lui étaient nécessaires à lui-même, comme une encre retenant dans la tempête, comme un miroir dans lequel il vérifiait s'il n'avait pas changé. Il n'était pas un ermite. Il régnait, commandait, prenait des décisions, prononçait des sentences. Mais même en cela, il s'efforçait de ne pas devenir cruel. Un de ses conseillers les plus proches dit « Il était doux, non par faiblesse, mais par compréhension de la difficulté d'être humain. Les soldats le respectaient. Il ne leur semblait pas étranger, bien qu'il fût philosophe. Il s'asseyait avec eux autour des feux, écoutait les plaintes, réglait les disputes. Une fois, quand les légionnaires se plaignaient d'une solde insuffisante, il ne les punit pas, mais expliqua la situation du trésor, détailla les dépenses, puis trouva la possibilité de reconsidérer la répartition des moyens. On ne le craignait pas, on lui faisait confiance. Parfois, dans ses notes, il s'adressait à lui-même à la deuxième personne. « Tu n'es pas immortel. Tu ne peux pas remettre à plus tard. Si ce n'est pas maintenant, alors quand ?» Il ne demandait pas à la destinée de la facilité. Il demandait seulement de la clarté et de la fermeté. Fais ce que la nature exige. Aime ce qu'elle donne. Pars quand elle appelle. Plus tard, après sa mort, ces notes furent rassemblées et publiées. Qui le fit ? On ne le sait pas. Peut-être un des secrétaires, peut-être un des amis. Mais Marc Aurèle lui-même ne les prépara jamais pour la publication. Et néanmoins, c'est précisément ce livre qui devint son principal monument. Ni les statuts, ni les lois, ni les victoires, mais ces mots. Calmes, retenus, d'une honnêteté bouleversante. Les pensées de Marc Aurèle ne sont ni une confession, ni un manifeste. C'est un autorapport. Un empereur se tenant au milieu du gel, au milieu de désastres sans fin, n'écrivait pas sur ses droits, pas sur une mission divine, mais sur comment être un homme digne, même si tout s'effondre. Et peut-être est-ce précisément pour cela que sa voix continue de résonner à travers les siècles, à travers les ténèbres des empires, parmi les gens qui cherchent aussi la paix, la justice et le sens. Quand Marc Aurèle devint dirigeant unique après la mort de Lucius Verus, l'Empire se trouvait dans une situation difficile. Aux frontières flambaient des guerres. L'épidémie avait affaibli la population et les troupes, et le système financier subissait une pression due aux dépenses constantes pour l'armée et aux besoins extraordinaires. Cependant, Marc ne recula pas et ne recourut pas à des mesures cruelles ou au luxe démonstratif. Son style de gouvernement resta le même qu'il était lors du Corrègne, retenu, raisonnable, orienté vers le bien à long terme. Pour Marc Aurèle, la philosophie n'était pas une occupation abstraite. Elle devenait un instrument de choix quotidien, tant dans la vie privée que dans les affaires d'importance étatique. Il ne percevait pas son pouvoir comme un droit exclusif, mais plutôt comme une obligation imposée par le destin. Et y faisait face avec ce sérieux qui naissait non de la peur de le perdre, mais du désir de l'utiliser dignement. Une des orientations clés de son règne fut la protection sociale. Il continua et étendit la pratique des alimentas, le système d'État de soutien aux enfants pauvres et aux orphelins. Sous son règne furent créés de nouveaux fonds et des organes de surveillance de leur distribution. Cette aide comprenait l'allocation de moyens pour la nourriture, les vêtements et l'éducation, ainsi que la création de conditions pour que ces enfants puissent devenir par la suite des citoyens libres et servir l'État. Il voyait en eux non pas un fardeau,
mais la force future de la société. Marc travailla également de manière cohérente à l'amélioration de la condition des esclaves. Bien qu'il ne remît pas en question l'existence même de l'institution de l'esclavage, comme la plupart des gens de son époque, il plaida pour une approche plus humaine. Il limita la possibilité d'exécution arbitraire d'esclaves par leur maître, durcit les peines pour mauvais traitement et simplifia également les procédures de manumission, l'affranchissement. Un esclave affranchi pouvait compter sur la protection de la loi et ne pas simplement se retrouver sans défense dans la société. Le système juridique sous Marc Aurèle devint plus ordonné et accessible. Il surveillait attentivement le travail des proconsuls et des gouverneurs, recevait régulièrement des rapports et réagissait aux abus. Il s'efforçait de faire en sorte que la justice serve l'équité et non les intérêts des puissants. On connaît un cas où, ayant reçu une plainte concernant le gouverneur de la province d'Asie, il n'ordonna pas seulement une enquête, mais y envoya personnellement un de ses légats avec le pouvoir de destituer les fonctionnaires locaux en cas de violations. Il percevait l'abus de pouvoir, non pas simplement comme une négligence privée, mais comme une atteinte à la confiance envers tout le système impérial. Dans la politique religieuse, Marc Aurèle demeura fidèle au culte romain traditionnel. Il participait régulièrement aux rites, soutenait les collèges de prêtres et finançait la construction et la restauration des temples. Pour lui, la religion était moins une question de foi qu'un fondement de l'ordre public et de l'éducation morale. Il ne critiquait pas vivement les autres religions, mais exigeait le respect des lois concernant le culte de l'empereur et la participation aux cérémonies officielles. C'est à cela que sont liés certains cas de persécution des chrétiens survenus pendant les années de son règne. En particulier, à Lugdunum fut menée une importante exécution de chrétiens, que décrivirent en détail les sources chrétiennes primitives. Bien que Marc lui-même, apparemment, n'ait pas émis de décret sur des persécutions généralisées, il n'empêcha pas les actions des autorités locales, quand celles-ci considéraient le refus de participer au culte comme un acte de désobéissance civile. Sa position combinait probablement la rigueur légale et la tolérance philosophique. Il ne persécutait pas la foi en tant que telle, mais ne pouvait ignorer les actions qui minaient l'ordre public tel qu'il le comprenait. L'armée occupait une place particulière dans sa politique. Après les lourdes pertes dues aux épidémies et aux guerres germaniques, il mena une réforme de la composition des légions, étendit le recrutement, y compris parmi les provinciaux, et renforça le programme de récompense. Les vétérans recevaient des parcelles de terre, et pour leurs familles étaient créées des colonies dans les nouvelles installations. Ainsi, après les victoires sur la frontière du Danube, furent fondées des villes où s'installèrent des guerriers retraités qui conservaient le lien avec l'armée et servaient de pont vivant entre Rome et les peuples conquis. Ils surveillaient strictement la discipline dans l'armée, mais non par la peur, mais par la justice. On sait que lors de l'inspection des légions, il écoutait personnellement les plaintes des soldats. Un des épisodes décrit comment il annula la punition d'un centurion que les légionnaires accusaient d'injustice, après un examen minutieux mené publiquement avec la participation de témoins. On le respectait non seulement pour son autorité, mais aussi parce qu'il partageait avec l'armée les difficultés et les campagnes. Il n'évitait pas les privations, portait un manteau simple, mangeait la même nourriture et dormait dans une tente de campagne comme un officier ordinaire. Dans ses relations avec le Sénat, il conserva un style de gouvernement unique. Bien que le pouvoir impérial fût depuis longtemps absolu, Marc ne renonça pas au rôle consultatif du Sénat. Il soumettait régulièrement à discussion les questions les plus importantes, telles que la nomination de gouverneurs, la répartition des impôts et l'approbation des lois. Il n'imposait pas de décision, écoutait les objections et recherchait le consensus. Selon les témoignages des contemporains, il s'excusa une fois publiquement devant un sénateur qu'il avait interrompu lors d'une séance, reconnaissant qu'il n'avait pas le droit moral de le faire, malgré le titre d'empereur. Dans sa vie privée, il était strict envers lui-même. Après la mort de Faustine, il ne se remaria pas et ne se permettait pas de luxe. Il continuait à tenir ses notes,
à réfléchir sur la vertu, la nature du pouvoir, le sens de la souffrance et la brièveté de la vie humaine. Son fils Commode lui causait de l'inquiétude. Dès l'adolescence, il manifestait de l'amour pour les jeux, la cruauté et le luxe démonstratif. Néanmoins, Marc ne le priva pas du droit de succession, espérant que l'influence des précepteurs et son propre exemple aideraient son fils à mûrir. Il n'était pas réformateur au sens habituel. Il ne changea pas la structure du pouvoir, n'étendit pas les frontières, ne lança pas de projets grandioses, mais il changea l'esprit même de la gouvernance, le rendit plus moral, plus humain, plus transparent. Il régna à l'ombre des principes stoïciens, ne séparant pas la pureté morale de la pratique étatique. Il montra que la philosophie et le pouvoir ne sont pas obligés de se trouver de côtés opposés. Quand on lui demandait ce qu'il laisserait après lui, il ne nommait ni bâtiment, ni loi, ni victoire. Tout ce qu'il faisait était orienté non vers la mémoire, mais vers l'accomplissement du devoir. Il croyait que le sens du pouvoir n'est pas dans la grandeur, mais dans le service. Et c'est précisément ce service, calme, cohérent et non démonstratif, qui devint son principal héritage. Quand Marc Aurèle repartit pour la frontière du Danube, il savait que ce pourrait être sa dernière guerre. Il avait déjà plus de 58 ans. Sa santé se détériorait chaque année, l'endurance d'autrefois disparaissait, mais la détermination intérieure restait la même. Il ne cherchait pas le repos, ne voulait pas de privilèges et, malgré son âge, se plaça de nouveau à la tête de l'armée pour achever ce qu'il considérait comme l'œuvre de toute sa vie. Assurer une paix durable sur les confins nord-est de l'Empire et mettre fin à la menace constante de la part des tribus germaniques et sarmates. Après la répression de la révolte d'Avidius Cassius et l'achèvement de l'expédition orientale, l'empereur se concentra sur la lutte contre les Marcomans et les Quads. Il renforça les forts frontaliers, réorganisa les garnisons et commença une série d'opérations offensives au cours desquelles les Romains occupèrent de nouveau des positions au-delà du Danube. De nombreuses tribus furent contraintes de conclure des accords et de fournir des otages, et une partie fut réinstallée sur le territoire de l'Empire avec le statut de fédéré, allié aux droits limités, mais avec l'obligation de servir dans l'armée. Durant cette période, Marc était presque absent de Rome. La gouvernance se faisait depuis les camps, tels que Carnuntum et Vindobona, d'où il contrôlait personnellement les mouvements des légions, menait des négociations avec les chefs et recevait les dépêches de la capitale. Il écrivait moins dans son journal, mais conservait toujours un emploi du temps strict, participant quotidiennement au conseil, étudiant les rapports et s'impliquant dans les besoins des guerriers. Les soldats voyaient en lui non seulement un chef militaire, mais aussi un père qui ne se retirait pas dans le confort et ne se cachait pas derrière les tribunes, mais partageait avec eux le froid, l'humidité, la fatigue. En l'an 175, mourut Faustine, son épouse et mère de ses nombreux enfants. Malgré les rumeurs contradictoires qui entouraient sa vie personnelle, Marc lui resta fidèle jusqu'à la fin et vécut profondément sa mort. Il déifia sa mémoire par décision du Sénat et fonda en son honneur une colonie en Syrie centrale, la colonie de la divine Faustine. Après sa mort, il ne se remaria pas, se concentrant entièrement sur la gouvernance et la préparation de l'héritier. 2 ans plus tard, il proclama officiellement Commode Auguste en faisant son co-dirigeant. Le jeune homme avait 16 ans, et malgré son impréparation évidente à la gouvernance, l'empereur espérait que la participation aux actions militaires et l'approche des véritables préoccupations d'État influenceraient le caractère de son fils. Ensemble, ils partirent pour le front, et Marc commença progressivement à introduire Commode aux affaires, lui confiant des décisions secondaires, observant ses réactions, enseignant par l'exemple personnel. Cependant, Commode manifestait de plus en plus une inclination pour la théâtralité, les plaisirs et le confort personnel. Il participait à la chasse, s'enthousiasmait pour les spectacles militaires et s'intéressait peu à la politique ou à la philosophie. Marc, malgré ses doutes intérieurs, ne l'écartait pas du pouvoir. Il croyait que l'amour et l'enseignement pouvaient changer le tempérament juvénile,
et espérait qu'après sa mort, son fils ne détruirait pas ce qui avait été construit pendant des années. L'hiver, la guerre continuait. Les troupes romaines obtenaient des succès, mais la résistance des barbares restait opiniâtre. Au début du mois de mars de l'an 180, se trouvant au camp près de Vindobona, Marc Aurèle ressentit une détérioration brutale de son état. Il souffrait de fièvre, d'épuisement et, probablement, d'une aggravation de la maladie chronique de l'estomac dont il souffrait depuis sa jeunesse. Les contemporains décrivaient ces derniers jours comme calmes, dépourvus de plaintes. Il continuait à donner des instructions, à recevoir des messagers et à préparer son fils à la transmission du pouvoir. Il n'organisa pas de cérémonie d'adieu, ne convoqua pas les sénateurs et n'enregistra pas de testament politique. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'avait déjà fait. Tout ce qu'il voulait dire, il l'avait noté depuis longtemps dans ses pensées. Il mourut le 17 mars dans les bras de ses proches, loin de Rome, entouré de soldats et de secrétaires, dans une tente et non dans un palais. Son corps fut embaumé et envoyé à Rome, où il fut incinéré avec les honneurs, et les cendres placées dans le mausolée d'Adrien, devenu le tombeau des empereurs. Le Sénat le reconnut comme divin et décida d'ériger en son honneur des statues et des mémoriaux. La plus célèbre d'entre elles fut une statue équestre en bronze qui s'est conservée jusqu'à nos jours, ayant survécu au siècle, aux guerres et à la chute de l'Empire. Elle ne fut pas fondue par les barbares, ni détruite par les chrétiens, parce que pendant longtemps, on crut qu'elle représentait un saint. Cette erreur sauva la dernière statue impériale de ce genre. Et peut-être y a-t-il quelque chose de symbolique dans cela. Avec sa mort, s'acheva une époque que les historiens appelleraient, plus tard, l'âge d'or de Rome ou l'époque des 5 bons empereurs, de Nerva à Marc Aurèle. Commode hérita du trône, mais pas du caractère. Le règne de Commode marquera le début d'une nouvelle époque d'instabilité, de violence et de déclin. Mais ce sera déjà une autre histoire. Pour les contemporains, la mort de Marc Aurèle fut une véritable perte. Non seulement parce qu'il était un dirigeant juste et raisonnable, mais parce qu'il était la preuve vivante que la philosophie peut vivre non dans les livres, mais dans les actes, que le pouvoir ne corrompt pas nécessairement, qu'un homme peut rester lui-même au sommet. Il partit tranquillement, comme il avait vécu, sans triomphe, sans sensation, sans cri, mais resta dans l'histoire comme l'un des rares dont on pouvait dire. Il fut grand parce qu'il ne cherchait pas à paraître grand. Avec le départ de Marc Aurèle, s'acheva non seulement la vie d'un des dirigeants les plus remarquables de Rome, mais toute une époque dans laquelle le pouvoir pouvait coexister avec la philosophie, la politique, avec l'autocontrôle moral, le fardeau de l'Empire avec l'honnêteté intérieure. Il fut le dernier des 5 bons empereurs. Mais sa mémoire survécut non seulement à ses successeurs, mais à l'État même qu'il dirigeait. Son nom ne disparut pas dans les listes des dirigeants. Il resta dans la liste des exemples. L'héritage politique de Marc Aurèle ne consiste pas en grandes réformes ou conquêtes de nouveaux territoires. Il ne créa pas de nouvelles institutions, ne réécrivit pas les lois, n'imposa pas le culte de sa personnalité. Cependant, dans les conditions d'un équilibre qui s'effondrait, de guerres constantes et de tensions internes, il réussit à maintenir l'ordre, agissant avec douceur, cohérence et en s'appuyant sur l'autorité personnelle. Son style de gouvernement devint un exemple rare de la façon dont le pouvoir peut se construire non sur la peur et la contrainte, mais sur le respect, la modération et l'autodiscipline. Il ne cherchait pas la gloire, mais l'obtint. Il n'imposait pas la philosophie à ses sujets, mais devint lui-même l'incarnation de ses principaux principes. La façon dont il gérait les maladies, la mort de proches, les révoltes, la cruauté du temps, laissa le souvenir d'un homme qui put conserver la clarté intérieure, même quand le monde entier vacillait sous ses pieds. C'est par ses pensées, écrites dans les dernières années de sa vie, en grande partie dans les camps militaires, que Marc Aurèle exerça la plus grande influence. Ces textes, initialement non destinés à la publication, se révélèrent universels. Il n'y a en eux aucune référence aux réalités politiques. Il n'y a presque pas de nom,
Presque pas de mention de l'auteur lui-même en tant que dirigeant. Il n'y a qu'un homme qui essaie de vivre conformément à la raison, au courage, à la justice et à la modération. Le destin du livre est étonnant. Il survécut, fut conservé par les copistes et, à partir de l'Antiquité tardive, à chaque siècle ne fit que renforcer son importance. À l'époque de la Renaissance, les humanistes le lisaient. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières voyaient en Marc l'image du monarque éclairé idéal. Thomas Jefferson gardait les pensées sur son bureau à côté de la Bible et des traités de Locke. Kant, Schopenhauer et Nietzsche reconnurent son autorité morale. Il n'était pas un savant, mais devint un mentor, n'était pas un saint, mais devint un repère moral. Au XXe siècle, sur fond de bouleversements mondiaux et de catastrophes, le stoïcisme de Marc retrouva une force particulière. Ses écrits furent lus par les soldats dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les prisonniers politiques dans les prisons, les philosophes en exil. Ces idées ont servi de base à plusieurs courants de la psychologie moderne, de la thérapie cognitivo-comportementale aux pratiques d'autorégulation et de pensée de crise. Il devint le symbole de la résistance personnelle, non agressive, non démonstrative, mais calme et claire, celle qui aide à ne pas abandonner même si tout s'effondre. Aujourd'hui, les pensées continuent d'être rééditées et traduites. On les lit non pour connaître l'histoire, mais pour trouver un soutien intérieur. Elles n'enseignent pas le succès, ne promettent pas de récompense, n'offrent pas de solution rapide. Elles rappellent que chaque homme, même s'il est empereur, est confronté quotidiennement aux tentations de la peur, de la colère, du ressentiment, de la paresse, de la vanité, et que le seul moyen de les vaincre est un travail conscient et continu sur soi-même. L'image de Marc Aurèle n'est pas l'image d'un dirigeant idéal, ni le mythe d'un homme parfait. C'est l'image de celui qui, ayant toutes les possibilités d'être cruel, faible, satisfait de lui-même, choisit la voie de la dignité. Il ne fuit pas le pouvoir, mais ne s'y soumit pas. Il ne se retira pas du monde, mais ne s'y dissout pas. Il laissa aux descendants non des arcs de marbre et non des légendes de victoire, mais des mots simples, écrits dans une tente de campagne. Que tout ce que tu dis et fais soit simple comme chez celui qui est prêt maintenant à quitter la vie. À Rome, aujourd'hui encore, se dresse sa statue de bronze. Il est assis sur un cheval, tendant la main en avant, sans armes, sans couronne, sans triomphe. Il ne commande pas, il semble invité à vivre dignement. C'est peut-être la métaphore la plus exacte de son héritage. Il ne cherchait pas l'immortalité, mais resta dans la mémoire. Il ne s'efforçait pas d'enseigner, mais devint enseignant. Il ne luttait pas pour la gloire éternelle, mais devint un exemple. L'exemple que dans le pouvoir même, s'il est uni à la raison et à l'honneur, il peut encore y avoir quelque chose d'humain.